Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un pot de cartes. Alors, petit message d'avertissement avant de vous laisser écouter cet épisode de notre podcast. Donc là, je suis le Steven du futur et au nom donc de toute l'équipe ainsi que de notre ingé son Yoshi, nous nous excusons pour la qualité médiocre du son, en particulier de cet épisode. Voilà, c'était un moment où en fait, on apprenait, donc tout n'était pas parfait et malheureusement cet épisode-là, malgré tous nos efforts de non spécialistes, eh bien, effectivement, le son n'est pas terrible. Donc voilà, veuillez nous en excuser. Néanmoins, le contenu est fidèle au reste. Voilà, donc ce serait un peu dommage de passer à côté, mais on préfère vous prévenir que le son est merdique. Voilà, donc on l'assume. On est encore désolé. Et malgré cela, eh bien, profitez de cet épisode et on vous promet de faire tous les efforts possibles pour corriger cela à l'avenir. Bonne écoute. Alors bienvenue à tous, c'est Retour vers le cinéma, toujours notre saison 1 où on traite des classiques et je suis Steven qui vous accueille avec plaisir. Et moi c'est Matou. Moi c'est Momo. Et nous avons une guest aujourd'hui. Présente-toi, je t'en prie. C'est Lucie, voilà. Je suis visiblement la première guest de ce podcast. Et nous sommes ravis de t'avoir en tant que première invitée. Je suis ravie d'être là. Très contente. Alors plus précisément, donc nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Lucie pour ce film qui est donc La folie des grandeurs. Exactement. Étant donné que c'est toi qui l'as choisi, on t'écoute. Réalisé par Gérard Houry, La folie des grandeurs sort en 1971 avec comme acteurs principaux Louis de Funès dans le rôle de Don Salluste et Yves Montand dans le rôle de Blaze, sur un tournage qui a eu lieu en Espagne pour un film qui se veut burlesque. Avec des sons originaux qui sont juste pépites, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Sorti en 1971. Oui, mais il y a eu une œuvre largement avant, qui date de 1838 et qui est une œuvre de Victor Hugo qui s'appelle Ruy Blas et qui se déroule, qui a été la source première d'inspiration de ce film. D'ailleurs, si vous vous souvenez, dans le générique du début, clairement, c'est même plus une allusion, c'est un écrit hommage à Victor Hugo, d'ailleurs de manière un peu ironique, en disant si vous voyez des ressemblances avec des événements ou des personnages, ce n'est pas fortuit justement, donc merci à Victor Hugo, c'est un hommage. Je reviens sur ce que tu disais, Ruy Blas, donc pièce de théâtre, mais qui n'est pas n'importe laquelle, c'est un drame romantique. Exactement, c'est un drame romantique, donc où on suit un valet qui s'appelle Ruy Blas, qui est amoureux d'une grande dame et qui à la fin se suicide. Qui est amoureux de la reine. De la reine. Voilà, mais sa condition ne lui permet pas d'accéder à son amour, tout simplement. Tout à fait. Et dernière chose, peut-être pour terminer avec cette inspiration, drame romantique donc de Victor Hugo, qui a cassé les codes en fait en son temps, puisque Victor Hugo était dans le courant romantique pour cette œuvre, et en fait en gros, à la base, le théâtre classique c'est une unité de temps, de lieu, d'espace, et là on ne respecte d'action, et là on ne respecte que justement le déroulement de l'intrigue. Mais ni le temps ni le lieu ne sont respectés. Donc c'était une petite révolution littéraire à cette époque. Exactement. Donc c'est un drame romantique qui est engagé, qui dénonce l'aristocratie corrompue. Et ça met en scène donc un valet moralement irréprochable qui défend le peuple face au pouvoir qui est avide d'argent. Clairement. Petite chose aussi, puisque tu parles du valet, j'ai trouvé ça par hasard. Apparemment, donc le réalisateur Gérard Houry avait prévu Bourvil pour ce rôle. Ça aurait été très bien aussi. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que Gérard Houry avait, avant ce film-là, réalisé Le Cornu en 65, grand succès avec Louis de Funès, Bourvil. D'ailleurs, je ne suis pas trop fan de ce film. Et 1966, La Grande Vadrouille, bien sûr, immense succès. Et Bourvil, malheureusement, est mort d'un cancer en 1970, donc un an avant ce film. Et donc, c'est sur les conseils de Simone Signoret que Yves Montand avait eu le rôle de Ruy Blas, transformé en Blaze du coup. Plus de praticité, je pense. Ok. Alors, on va du coup donner l'honneur à notre invitée, Lucie. Pourquoi est-ce que toi, particulièrement, tu aimes
tu aimes ce film, alors que tu nous disais en off tout à l'heure que tu n'es pas forcément une grande fan de cinéma. Alors déjà, c'est l'un des premiers films, c'est même le premier film que j'ai regardé avec Louis de Funès. Et Louis de Funès, vraiment, j'ai adoré tous ces films quand j'étais petite. J'étais morte de rire, que ce soit Les Gendarmes, L'aile de la cuisse, Le Corneau. Donc, il y a un peu cette symbolique derrière La Folie des grandeurs. Et puis, cet humour, quoi, cet humour burlesque, qui me faisait beaucoup rire. Et finalement, il y a plus un côté nostalgique dans ce film chez moi, plus qu'une appréciation, dirais-je, technique, cinématographique. Voilà. Ok, souvenir de l'enfance, c'est sûr que ça marque. Ok, alors bien sûr, on te l'a dit, mais du coup, n'hésite pas à rebondir ou à apporter des éléments au moment où tu voudras. Alors, je laisse la parole à Momo, puisque tu n'as pas aimé le film. Non, pas du tout. Bon, après aussi, moi je précise, c'est pas trop mon style de film aussi. En revanche, je peux comprendre que ce soit pour certains chefs-d'œuvre français. Je peux comprendre pourquoi, mais voilà, moi je suis vraiment dans ce truc-là où les comédies françaises, un peu compliquées. Donc j'ai quand même voulu regarder quand même pour voir, pour savoir si j'ai changé d'avis. Et pas du tout. Pour moi, il y a pas mal de gags, je trouve. Notamment sur, j'avais vu la scène du cirage de bottes. Oui. Pour moi, c'est trop lourd. Excuse-moi, laquelle du coup? Parce qu'il cire plusieurs fois des bottes. Laquelle? Voilà. Celle avec Laurent? Celle avec Laurent ou celle avec Et il chante et il cire. Ouais. D'accord. Je trouvais ça très lourd, même parfois débile, personnellement, c'est mon avis à moi. J'avais aussi noté en termes d'interprétation aussi, donc celui qui joue le roi. Karim Schubert, je sais pas son nom. Karim Schubert ou Karim Schubert, je sais plus. Pour moi, il y avait un jeu qui était un peu caricatural, un petit peu. le but en même temps, non? Ouais, mais en fait, ça peut être parfois trop lourd. Je trouve qu'il crève pas l'écran. Ouais, et justement. Et moi, je dis qu'il a une voix aiguë avec ses mimiques un peu un peu enfantine comme j'avais écrit. Parfois, je me dis que ça crédibilise un peu dans quelques séquences. Moi, je trouve qu'il est charismatique, justement, mais suffisamment juste à ça. Ouais, peut-être, je suis pas habitué à ce genre de personnage aussi. Mais je trouve qu'il est un peu effacé, de toute façon. Ouais. Il n'est pas au premier plan, en soi. Il n'est pas au premier plan, mais c'est lui qui dirige de toute façon la ville, et enfin même le pays d'ailleurs. Mais donc ça, on le sent bien que c'est lui qui a la direction de tout. Mais après, oui, c'est vrai qu'il n'a pas un rôle très important. Il n'a pas un rôle très important dans le film, mais dans l'histoire, il a le rôle le plus important, puisque c'est le roi. Oui, bien sûr, mais bon. Donc moi, je trouve qu'il incarne très bien son personnage, et qu'il n'y a aucun... Après, oui, des fois, il est un peu con, mais bon... Mais par exemple, il y a parfois des séquences qui s'étirent trop longtemps pour rien. Je me demande s'il n'y a pas, parce que j'avais noté aussi une séquence de cirage de bottes avec Don et Blaze. Donc Don qui réveille Blaze. Non. Dans Salus qui réveille Blaze à un moment. Non, alors en fait, dans la scène à laquelle je pense, c'est celle où il est dans sa petite mansarde en haut là. Il cire les piles de bottes, mais. C'est ça. Voilà. Immédiatement, je crois. Et en fait, c'est l'inverse, c'est Blaze qui réveille Salus. Ah oui. Et puis après, dans sa lutte, il tape au plafond avec un balai. Enfin, non, avec une lance, même, c'est avec une lance. Enfin, c'est avec avec une hallebarde. Une hallebarde, voilà, c'est avec tout le monde, donc avec une hallebarde. Et il crève le plafond. C'est ça. Et du coup, Blaze attrape le truc. Et pouf, et il lâche, et le truc se plante. Et dans du carrelage, donc ça, j'ai pas très bien compris pourquoi la hallebarde se. Non, il faut pas trop chercher. Mais se plante dans le carrelage et elle vibre vraiment. Avec les effets spéciaux de l'époque. Exactement, c'est ça. Mais moi j'ai trouvé intéressant justement ce passage parce que où il chante. Alors je vais revenir sur ce chant d'ailleurs parce que ça va intéresser sur la culture arabe aussi, il faut qu'on en parle. En fait, il est amoureux de la reine. C'est là où on voit vraiment qu'il est très amoureux de la reine. Et deuxièmement, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que contrairement à son apparence de superficialité, forte critique sociale. Regardez la pile, déjà il vit dans un taudis, enfin tu l'as dit, une petite mansarde, mais il a des dizaines de bottes à cirer alors que la journée de travail est finie. Tu vois, c'est pas rien quand même, comme élément. Mais même Salus le dit à un moment donné, quand il arrive et qu'il est déguisé en femme et qu'il arrive dans sa petite mansarde, c'est comment peut-on vivre dans un fourbi pareil? Et c'est là que Monseigneur loge son personnel. Exactement, c'est là que Monseigneur loge son personnel. Ah, c'est joli, c'est joli, vous êtes bien ici. Ah oui. Mais c'est pendant tout le film, il y a une
franchement, mais c'est Victor Hugo, c'est l'immense critique sociale. Alors bien sûr, c'est caricaturalisé entre guillemets par Louis de Funès, mais c'est très fort. Ça transperce. J'avais vu aussi qu'il y avait aussi parfois une absence de surprise, dans le sens où dans certains films, tu arrives souvent à savoir ce qu'il va faire après, et là, je trouve que il y a aucun retournement où tu dis ah ça je savais pas, tu vois, ou alors j'avais mis que le mécanisme en fait était trop visible. En fait, tu sais déjà en fait ce qui va se passer. Et parfois je me dis moi, ça demande à moi, quand je regarde un film, j'aime bien être surpris, me dire oh ça c'est top ou pas. Et quand par exemple je regarde un film et que je sais à chaque fois ce qu'il y a, la plupart des films de maintenant d'ailleurs, c'est-à-dire que je regarde plus, c'est qu'en fait t'es pas surpris en fait par l'action ou par ce qui va se passer en fait après quoi. Mais en revanche, je suis pas d'accord là-dessus parce que en fait, regarde toute la machination du personnage incarné par Louis de Funès pour se venger de sa destitution. Ça, tu peux pas le prévoir, ça, tu vois. C'est compliqué, hein, ce qu'il voulait faire. Hein. Il voulait faire accepter son propre valet qui est devenu neveu, qui tombe amoureux de la reine et que la reine tombe amoureuse de lui, et après organiser le fait que ils se rencontrent à l'extérieur dans des maisons closes et que le roi dans une auberge de la Cabeza Negra. Exactement. Et que le roi les surprenne. Tu vois, c'était pas un truc évident, quoi. Donc ça, tu peux pas le deviner, en fait. Après, bien sûr, faut pas chercher trop de complexité parce que c'est du Funès, c'est un film comique. Tout à l'heure, tu as dit, au début, chef-d'œuvre. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre du tout. Hein. Moi, je le considère pas comme un chef-d'œuvre. Enfin, moi, je vais dire que pour certaines personnes qui le considèrent comme chef-d'œuvre. Je sais pas si les gens considèrent ce film comme un chef-d'œuvre, personnellement. Un classique, oui, parce que ça l'est, le Louis de Funès, mais moi je trouve que c'est pas un chef-d'œuvre. Après, peut-être que ça dépend de la définition. La plupart, en fait, en tout cas, moi je pense pour certains, il y a quelqu'un qui fait une petite recherche aussi. Pour la plupart, c'est clairement le film comique français par excellence. Donc, pour moi, non, parce que moi j'ai pas aimé, mais pour d'autres personnes qui eux ont aimé le film, oui, en vous, je sais pas. Par contre, si tu voulais. Non, j'allais dire, après, c'est peut-être que de mon point de vue, mais j'ai pas l'impression que parmi toute la gamme des films que Louis de Funès a pu faire, ce soit le plus reconnu. Je dirais que justement dans les gammes de films de Louis de Funès, ça va être les légendaires, qui eux sont iconiques et tout le monde les connaît même si on ne les a pas vus. Alors que La Folie des grandeurs, j'ai pas cette impression que ce soit le plus célèbre. Et La Lampe Adorée aussi, qui fait partie aussi de très célèbre. Alors je sais pas vous, mais moi à titre personnel, je crois que mon film préféré c'était Clé ou la cuisse. Oh oui. Ouais, avec Coluche. Très actuel en plus, mais bon. On en parlera peut-être. Par contre, moi j'aime ce film, hein, j'aime La Folie des grandeurs, mais pour moi c'est pas un chef-d'œuvre. Par contre, il est pas dans ma liste. De 50 quoi. Ah ouais, non. Et en termes de film français? Je pourrais pas répondre à cette question, mais je l'aime bien parce que ça fait, comme disait Lucie, moi c'est un film de mon enfance aussi que j'ai regardé quand j'étais tout jeune avec mes parents et tout. Mais j'adore la musique, j'adore le fait que c'est tiré de Victor Hugo et tout. Je le trouve drôle, parfois effectivement très caricatural, tu as raison, mais pas plus que ça. Mais est-ce que tu l'aimes pas juste par nostalgie aussi? Aussi, Si, aussi. Parce que je sais que parfois, moi en tout cas, j'ai vu des films que j'aimais bien quand j'étais petit, je les revois, c'était nul. Tu vois, est-ce que toi, tu vois ce truc-là? Ah oui, c'est bien en fait. Non, je trouve alors oui, il est caricatural, mais tous les films de Louis de Funès le sont. Il faut accepter ça en fait. C'est un genre un peu particulier où, tout à l'heure, juste avant, on parlait du fameux sketch où il perce justement franchement c'est nul, quoi. C'est caricatural, les effets sont mal faits. C'est ok, mais il faut il faut parfois accepter aussi certains codes. C'est de l'humour un peu too much. Je sais pas si vous connaissez, en fait, il y a un terme en anglais pour ça, qui est un genre revendiqué comme tel. Ça s'appelle camp. C'est AMP. Et en fait, c'est revendiqué comme tel. C'est too much, mais c'est assumé comme tel. Je trouve que là, ça fait pas partie de ce genre-là, hein, mais il y a un peu de ça. C'est qu'en fait, ah oui, Rabbi Jacob, j'ai oublié. Bien sûr. Rabbi Jacob, grand classique, du même réalisateur, qui pour moi est pareil, il peut être très caricatural aussi. Mais on aime, parce que celui de Funès, il faut accepter un peu ça. Après, on n'est pas obligé de rentrer dedans, évidemment. Mais si on rentre dedans, en fait, on accepte l'aspect un peu caricatural. Après, j'ai envie de dire que la plupart des gens qui se regardent acceptent dans le sens où dans le cinéma, entre guillemets, il y a tout qui est quasi accepté en fait, vu qu'on dit que c'est du cinéma. Je suis pas d'accord, parce que non, on n'accepte pas tout. Parce que, au contraire, des fois, il faut que ce soit vraisemblable en fait.
Mais là, c'est un genre comique un peu particulier, avec Louis de Funès qui en fait toujours un peu beaucoup, mais on l'aime comme ça, en fait. C'est Louis de Funès, faut accepter la caricature, mais on n'est pas obligé d'aimer, hein, évidemment. Après, quand je dis par exemple qu'il faut accepter, il faut peut-être aussi remettre aussi qu'il faut peut-être aussi différencier le genre. Par exemple, dans le comique, on va plus être dans le réel que dans l'action, par exemple dans le film d'action. Donc là, je dois accepter les problèmes entre guillemets du cinéma où ce soit pas forcément parfois réaliste. Alors moi, j'ajouterais, ça tombe bien, c'est une bonne transition, parce qu'en fait, il faut pas oublier que, parce qu'on a parlé de théâtre, c'est une pièce de théâtre. Oui. En fait, adaptée. En 5 actes. Voilà. Donc en fait, C'est très bon. comique de situation à fond. Comique de situation, on a aussi dans le film de la satire politique, de la parodie, des gags visuels, des quiproquos, des duels verbaux. Et en fait, le film transforme la pièce de théâtre en comédie, en gardant la même histoire. Et ça, je trouve ça fantastique, pour avoir vu les deux, du coup. Enfin, lu et vu, c'est fantastique. C'est-à-dire, en fait, c'est exactement comme si vous preniez une recette pour faire des crêpes et qu'avec vous faisiez un gâteau au chocolat. Ça n'a rien à voir, mais pourtant, ça donne un truc super bon dans les deux cas. Et j'ai trouvé ça fantastique. Le livre est super beau, j'ai pleuré à la fin avec tout ça. Voilà. J'étais dans le camion en train de revenir et puis j'ai pleuré. Donc pour expliquer, tu as lu en fait la pièce. Oui, j'ai lu la pièce. Ruy Blas. Exactement. Alors moi j'ai quelques scènes, si vous voulez, qu'on puisse partager du coup des choses un peu plus concrètes, des scènes justement des comics situations. Bien sûr, situationnelles. Voilà, enfin, que j'ai appréciées. Alors moi, celle que j'ai en tête par exemple, c'est celle où Blas, du coup, le valet drague la reine, et tout de suite, il y a le personnage, on n'a pas encore parlé d'Alice Sapri, voilà, la duègne, c'est un mot que j'ai préparé. C'est un mot qui n'existe qu'en espagnol normalement, et en fait il a été inventé grâce à ce film, en fait, ils ont juste remplacé le A par le E. En fait, en français un peu ancien, on utilise duègne. Ouais. C'est une femme âgée qui s'occupe de l'éducation des jeunes filles, en fait. Exactement. Et du coup, donc, elle intervient. Et qu'est-ce que fait Louis de Funès ? Ça me fait rire. Voilà la vieille. La vieille, mais surtout avant. Attends, t'as oublié un truc. Alors, il met sur son propre balcon, alors qu'en fait, ils sont pas très loin, donc c'est pas très crédible, justement. Il pose, pour voir la scène, il s'installe genre avec ses popcorn. Il met un gros fauteuil sur le balcon, longue vue, il veut rien rater. Bon, c'est pareil, c'est too much, mais c'est drôle. Alors, bien entendu, on ne peut pas ne pas parler de la scène culte, avec les pièces pour réveiller le matin. Voilà, l'or, s'est réveillé. Mais il perd une pièce. Et là, critique de la cupidité aussi, très fort. Tout à fait ça. Ah, ça alors. Bon, alors, du coup, j'ai pas mal de... Alors, j'ai un autre... Bon, il y a plein de passages. Moi, j'aime beaucoup le passage où... Mais là, c'est beaucoup plus loin dans le film. Enfin, rappelez-vous, quand Blas, le valet, devient ministre. Ah oui. Il prend la place de Saluste. Dans César. Voilà, dans César. Et on veut l'empoisonner du coup parce qu'il commence à faire des réformes de justice sociale en faisant payer les très riches qui n'ont pas l'habitude. C'est ça. Et qu'est-ce que fait Louis de Funès du coup dans sa liste ? Il goûte le gâteau. Il goûte le gâteau. Vous vous rappelez avec le cuisinier ? Il le fait goûter au cuisinier. Le cuisinier ouvre un verre. Il lui dit mais goûtez monsieur, il est salé. Mais non, il est sucré. Non, salé. Et après là, il tombe par terre. C'est ça. Et du coup, il essaie de déjouer le plan avec une énorme corbeille de fruits, balancer les assiettes. Après, ça part en fait. Ça part en cacahuète. Voilà, c'est too much, mais bon, c'est. Mais il arrive quand même à le sauver. Et oui. Ça, c'est pas mal. Pour après, le lier, l'attacher, puisqu'il veut toujours son plan, il veut se venger du roi. Bien sûr. Un autre passage que j'aime beaucoup, c'est quand ils sont dans les jardins, vous vous souvenez, ils sont dans les jardins, et Blas, qui est devenu effectivement ministre, il veut du coup séduire la reine, mais il y a toujours la vieille, comme il l'appelle, qui est là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui bande les yeux et il lui met un gros coup de pied dans le derrière. Dans la piscine, et le chien qui saute à l'eau. Ouais. C'est très drôle, je trouve. C'est extrêmement drôle. Ouais, c'est clair. Bon, on n'a pas parlé encore de ça. Les barbaresques. Alors la figure des musulmans, elle est catastrophique. On en avait parlé dans le film Robin des Bois déjà, vous vous souvenez ? Je pense que c'est la même. Mais il y a un passage qui est drôle. Rappelez-vous, donc l'espèce de je sais pas, même pas comment on l'appelle du coup, celui qui dirige cette palmeraie avec les esclaves du coup qui viennent d'Europe. La palmeraie avec un seul palmier. Ils servent à quoi ? À arroser un tout petit qui fait 16 cm de haut. Ça c'était marrant. Ça c'est hilarant. Et en quand plus, le chameau le bouffe. Et voilà, déjà le chameau le bouffe. Franchement, le chameau le bouffe, il est là en mode. En fait, il a plus peur pour le palmier. Pour le palmier, voilà.
que pour sa vie. Ouais. Ah, mais c'est ouf. En sachant en plus, ça n'a aucun sens puisque le palmier est fait justement pour résister au. Donc il n'y Évidemment. a pas besoin d'être autant arrosé. Il est en train de mourir, le baby. C'est ça. Trop l'arroser, sérieusement. Alors, puisqu'on parle des barbaresques, autant en parler maintenant. Je trouve que, alors il y a un vrai problème, c'est la figure des musulmans, puisqu'on en avait parlé dans le premier film. L'appel à la prière est correct, mais alors par contre, leur manière de prier, ça n'a aucun sens. Hein. On dirait des adorateurs du soleil. Je sais pas si vous vous souvenez. On a l'impression qu'ils prient le soleil, c'était très bizarre. C'est pas comme peut-être les chiites. Ah non, pas Ouais, du c'est tout. ça, je Non, crois, ouais. non les chiites, ils font des prières comme les sunnites. Mais là, ils font, ils font que des. En fait, ils s'agenouillent de manière vraiment qu'aucun musulman pratiquant ferait, quoi. C'est très bizarre. Mais bon, c'est pas étonnant. C'est pas très étonnant. Non, mais je pense que c'est dans la partie. Parce que c'est plutôt vers la fin. C'est une méconnaissance. Gérard Rouy a pas voulu se casser la C'est tête. exagéré, je pense, sinon. parce qu'il s'est pas pris la tête. Exagéré, hein. Voilà. En fait, il faut des consultants pour ça. Et je pense Après, que c'est pas pris la tête. Peut-être surtout que je pense qu'ils savent que les musulmans, pris la tête dans le sol, donc c'est du vas-y, autant utiliser à fond. Je pense qu'il s'est pas pris la tête. Critique que j'aurais à faire en revanche, parce que vous en pensez, le doublage est merdique. À Ouais, plusieurs sur la reprises. voix Ouais. Mais moi, j'avais pas capté, je t'avoue. Je sais pas si vous avez remarqué. Allemand et que Non, même pas. En fait, des fois, même quand c'est leur propre langue, je pense qu'il y a une partie qui a été faite en post-production. Il y en a souvent. Voilà. En tout cas, à l'époque, c'est normal. Mais là, Mais là, ça se remarque en fait. des fois, ça se remarque. Ouais. Là, par contre, je trouve que c'est un peu Ça, dommage. j'ai trouvé déplaisant. Là, c'est un peu dommage. Du coup, pour expliquer à ceux qui n'auraient pas forcément compris ce qu'on est en train de dire, en gros, il y a des fois des scènes qui sont tournées en muet, ou qui sont tournées sans enregistrer le son, et qu'après, les acteurs en studio se doublent eux-mêmes. Et du coup, forcément, ça correspond pas forcément avec la synchronisation labiale. Ouais, c'est un peu dommage parce qu'il y a pas mal de passages comme ça. Ce qu'ils font d'ailleurs maintenant dans les trailers, je sais pas si t'as remarqué, Ouais. ils sont obligés de repasser dessus pour mettre un peu plus d'action dans le trailer. Et dans la scène originale qui est tournée, ils parlent bizarrement plus naturellement. Je sais pas si t'as déjà remarqué. Ouais, mais c'est... Après, c'est comme ça. Là, je trouve que c'est une faiblesse quand même. Je trouve. Ouais. Après, moi, j'avais pas capté. Après, pour l'époque, ouais, je pense que c'était normal. C'était pas remarqué. C'est pas... 71, non? 71. 71. Ouais, c'est quand même passé l'époque. Non, c'est pas aussi... Moi, juste rappelle si c'est moi la mémoire, on est d'accord qu'il y a des extraits où elle parle en allemand, mais c'est plus. Je crois pas qu'ils soient doublés, ces extraits-là. En général, des fois, elle parle en allemand. Ah non, mais elle parle vraiment en allemand. Elle est vraiment en allemand, il n'y a pas de Et traduction. en fait, s'il y a une traduction, tu sais, il y a une... En lettres gothiques. D'ailleurs, ouais, t'as vu? En lettres gothiques, c'est illisible. Ouais, en très gros. Ouais, en très gros, en Voilà. gras, en gothique, c'est. Oui. D'ailleurs, souvent, quand elle parle allemand, ils font ça. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de doublage pour cette personne. Non, elle, je sais pas, c'est un choix. Ouais, C'est perturbé. C'est comme les films un peu de Sarah Leone, non? Tu penses un peu si lui, c'est pas pareil. Par exemple, il avait parfois Clint Eastwood dans un rôle, lui parle anglais, il avait un personnage italien, lui parle italien. Et apparemment, lui, il n'avait pas de VO entre guillemets. Je sais pas si t'as vu ça sur certains de ces films. Non, ça me... Ah, il est peut-être sur. Le bon, la beauté, le triomphe. Ouais, moyen. Ouais, Je pense que c'est le souvenir que j'ai. peut-être, mais alors j'avoue que j'ai pas souvenir. Quelques répliques cultes? Alors là, je peux te citer le film en entier si vous avez 2 heures devant vous. Juste les répliques cultes. Alors moi, celle que j'adore, c'est... Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Oui, alors ça, du coup, on repart sur la critique du pouvoir en place par Victor Hugo. Concrètement, Mais clairement. ça rentre dans le thème. Et voilà, critique après, du coup, reprise par Gérard Rouy, qui évidemment se rebat énormément sur la pièce. Quoi. Ne vous excusez pas. Ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, On est on désagréable. est désagréable. Effectivement. Donc là, toujours critique aussi, Ouais, critique oui. du pouvoir en place, critique des nobles. Le cul d'un petit vaut bien celui d'un grand. C'est bien le cul d'un grand. Le Ça, cul c'est d'un Blas, petit ça. vaut bien le cul d'un grand. Tu as raison. C'était Blas qui disait. Exactement, Blas quand il se fait raser par Don Salus. Exact. Il y a un moment aussi où il y a une petite fille qui passe et qui tire la langue. Oh oui. Oui, l'infantile. Si, il dit. Elle est moche. Et en plus, elle est mal élevée. Moi, il y a un passage que j'adore, je sais pas si tu l'as noté toi, c'est le passage où il est sur l'âne et qui dit un truc avec le pouvoir dedans et que son chapeau se transforme en chapeau de Napoléon Napoléon, ouais. avec l'eau qui fuit les deux côtés sur le côté, là c'est extrêmement marrant. Et qu'après l'âne il veut plus avancer, qu'il est effrayé par le coup de trompette, enfin, Ouais. c'est vraiment bien. Et l'âne qui fait avancer avec une carotte, c'est marrant. Oui, mais ça oui, ça. Moi, j'avoue, je suis moins fan de ce type de gars, justement. Ah bah celui-là moi je l'ai adoré.
J'en ai une autre. Alors là, par contre, elle est un peu plus subtile sur justement parce que le personnage de Don Salluste, il est perfide, il aborde des complots, en fait, il dit ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Votre petite bombe, elle a pété beaucoup trop tôt. Tandis que ma grande bombe, à moi, elle pètera beaucoup plus tard. Elle pètera beaucoup plus tard, mais quand ça pètera, ça fera un bagarre épouvantable. Le scandale. Voilà. Je crois que c'est scandale, mais bon, on passe. Et parce que sa bombe à lui, c'est son valet qui. C'est ça. Oui. Le muet! Et il est sourd en plus! C'est cool, moi ça me fait toujours rire. Oui. Ouais. Et il y a une même phrase quand il est avec le Borgne, que le Borgne il lui fait, c'est juste après la scène salope, qui lui fait oui, mais comment je le trouve dans César? Et c'est lui qui lui fait quand on va trouver la première moitié, l'autre sera pas loin. Hein. On voit très bien d'un œil. On voit très bien d'un œil. Non, pas trop. Bon, quand on va trouver la première moitié, l'autre sera pas loin. Hein. Bon, ça c'est du Guy de Funès, quoi. Voilà. C'est ça, c'est du de Funès. Elle ment en allemand. Ouais, celle-là est loin. Voilà, c'était mon florilège. Effectivement. Parce qu'il y a une scène vraiment que je surkiffe par-dessus tout, c'est la scène du perroquet. Ah oui. Ça, on peut en parler pendant des heures. La scène du perroquet. Le perroquet, il essaye de. Enfin, Salluste essaye de matrixer le perroquet pour qu'il fasse la bonne chose au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que le perroquet devait faire quoi? Le perroquet devait aller se poser sur le balcon de la reine, lui dire Don César, t'attends à 20h à l'auberge de la Cabeza Negra. Il t'aime. Il fallait le dire en allemand en plus. Ich liebe dich. Et après, flap, il s'envole. Il s'est pas du tout passé ça. Le perroquet regarde droit dans les yeux Salluste et lui fait merde en levant la crête. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Et il va où? Il s'envole, il va sur le balcon de la vieille qui est là en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bon Dieu, qu'est-ce qu'il est parti dire à la vieille? Et Salluste qui commence à grimper au ronce et tout machin, qui tombe machin, qui va quand même arriver à être sous le balcon. Excuse-moi parce que t'as oublié un truc important. En plus, ce comte perroquet, il donne l'information correcte à la vieille. Bien sûr. Et après, il se retrouve sur le balcon de la reine et il dit plus rien. Plus rien du tout. Et par contre, c'est Salluste qui est obligé de parler en faisant une voix de perroquet, donc ça c'est extrêmement drôle. C'est ça. Don César. Matou est excellente en imitation. Voilà. Donc, voilà, exactement. Et au final, il tombe. Et la reine fait Don César, vous tombez? Oh, je suis très confortable ici. Je suis confortable. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, cette scène. Et moi, vous savez, après, elle m'a fait penser, cette scène, vous allez rire, mais en mode complètement déluré. Mais en fait, bon, ça n'a aucun sens, puisque de toute façon, le film dont je vais parler est postérieur. Hein. Mais moi, elle m'a fait rappeler la scène magnifique dans Cyrano de Bergerac, avec Depardieu. La scène du balcon. En fait, Cyrano de Bergerac, la pièce, elle a déjà été écrite au moment de la sortie du film. Alors peut-être qu'il s'est inspiré d'Edmond Rostand, Gérard, oui, peut-être. Mais c'était marrant de voir la différence entre les deux scènes, parce que l'une qui est magnifiquement romantique et tragique, et lui, que je connais par cœur encore, du coup. Voilà. Et lui, il est complètement avec ces deux lianes là, oui. Où il essaie de parler en langage perroquet, c'est quand même très drôle. Ah oui. C'est vraiment énorme. Et puis après, on a la scène aussi, on va en parler peut-être, c'est la scène de fin, c'est la scène avec Don César, le vrai, Don Salluste, Blaze, la reine et la duègne, le sourd et le muet. Donc il y a tous ces personnages-là. Tu te rappelles, c'est à la fin dans le. À l'auberge de la Cabeza. Oui, dans l'auberge. Ouais, pour moi, la scène de fin, c'est quand ils sont en train de tourner le truc et que. Non, mais enfin, c'est une des scènes de fin. C'est avant. Oui, voilà, c'est avant. Tu sais, c'est au moment où justement tout le complot de Don Salluste est à ce moment-là. Voilà, second en place. C'est qu'il veut que le roi découvre sa femme avec le faux Don César, avec son valet. Sauf qu'au final, la reine se retrouve avec le vrai Don César, dans une bonne chambre. Mais le roi ne la verra jamais. Ne le verra jamais. Ensuite, il se trouve que c'est Blaze qui va à côté de la duègne. Donc ensuite, il change la duègne de place, il la met avec Don César. Le striptease de la duègne juste avant. C'est un bordel monstrueux avec 4 personnes qui sont censées être endormies. Et alors là, c'est quand même un truc prestigieux parce qu'on en parlait avant que vous arriviez avec Matou. Là, on est vraiment dans du théâtre de vaudeville en fait. On est vraiment dans du vaudeville et on a fait la comparaison avec Georges Feydeau. Ouais.
Et pour le coup, Georges Feydeau était contemporain de Maupassant, donc ce serait pas déconnant qu'il se soit inspiré de ce théâtre-là, justement, de la fin de la Renaissance. Mais c'était pertinent ta comparaison parce que, excuse-moi, parce qu'effectivement, dans les critiques de l'époque, quand le film est sorti en France, les critiques ont parlé de Feydeau, ce film. Oui, mais bien sûr. Mais Feydeau, ça reste l'auteur qui fait des vaudevilles le mieux, je pense, à mon avis, notamment avec le Dindon, qui est quand même une folle histoire. Faut dire que je le relise d'ailleurs, le Dindon. Mais vraiment, c'est fantastique. Moi, j'avoue, je connais pas assez bien l'œuvre de Feydeau. Feydeau, je l'ai lu qu'une fois, c'était pour vraiment juste passer le temps. Donc, je m'en souviens plus très bien, je t'avoue, mais je me souviens que c'était bien, ça c'est sûr. Et alors, en tout cas, là, dans le film, c'est génial, quoi. Oui. Je veux dire, c'est là où tu vois justement, tu vois, c'est pour ça que moi je prends au sérieux quelqu'un comme Louis de Funès, parce que c'est dans ce genre de scène que tu vois comment il bosse. Ouais. Parce que franchement, quand tu le vois dans la fameuse auberge, donc vers la fin du film, à faire tous ces changements de pièces mais c'est un boulot d'acteur incroyable. Il était tout petit en plus. Et ouais. Donc, va te trimballer une scène là. Va te la trimballer, tiens. Ouais, mais est-ce qu'on a parlé aussi d'elle? Elle est quand même incroyable. Parce qu'avec les kilos de robe, faut en parler de ça aussi, parce que la reine elle est pas déshabillée. Donc les kilos de robe de la reine, il faut les placer. Et est-ce que vous vous souvenez de ce passage où justement elle se retrouve dans les jardins avec Yves Montand, qui interprète du coup le faux Don César, et il révèle son amour, mais lui il pensait que c'était la reine et pas la vieille. Mais en fait c'est la vieille. Ah, c'est quand même très drôle. Oh mon Dieu, vous pleurez. Et après elle se retrouve avec le chien. Elle se retrouve, tu te rappelles avec le chien? Oui, quand elle prend la main, et il lui lâche là, et oh là là, on passe si vite. Après il l'apporte, Mathis sauvage. C'est très oh drôle. mon Dieu. Ok, est-ce que vous avez d'autres éléments? Alors moi je relis ma petite prise de notes et je reviens vers vous. La scène de striptease, elle est quand même pas mal. Hein. Évidemment. Il fallait rester culte d'ailleurs. Oui. Et même la musique, parlons-en de la musique. Ouais, j'ai Oh, la musique. la seule chose que j'ai. La musique Bah alors, sur la scène de striptease, je fais juste une petite aparté, elle est fantastique. Je pense qu'avec la musique du début, elle se bat en duel dans mon esprit pour être le meilleur du film. Vraiment. C'est, je pense, les deux meilleurs. Voilà, mon mot du meilleur. Ouais, moi j'avais mis que la mélodie déjà elle s'imposait vraiment dès les premières minutes, parce que j'ai pu. Ouais, voilà en fait. Donc ça met directement en fait facilement dans l'ambiance. J'ai parlé aussi de crescendo, donc la montée en puissance progressive, donc qui peut aussi captiver les personnes qui regardent. On l'a pas dit, on a Michel Polnareff. Ouais, qui d'ailleurs est sorti de sa zone de confort en plus avec ce film. C'est Non, c'est juste l'info la plus what the fuck que j'ai appris sur ce film et je l'ai appris il y a pas longtemps en plus. Moi je trouve que la musique elle est phénoménale, hein. Elle est réussie et elle colle parfaitement à. Ouais, c'est de l'époque. Je sais pas, elle colle au film quoi. Oui, par contre, est-ce que je te redonne juste la parole, un tout petit truc, on a oublié, mais on est censé être en Espagne du XVIIe siècle. Hein, ouais, c'est important. On a oublié de le dire. Pas que je sache. Les robes qui tournent, ça c'est pas à tester, mais concrètement, c'est pas déconnant. Moi, à mon avis, je pense que sur le plan historique, faut pas trop chercher des aptitudes. Non, faut pas trop chercher, mais après, j'avoue que j'ai pas cherché pour une fois. Moi, j'avais bien aimé le style un peu qu'il a apporté avec le mélange de cordes. Enfin, j'avais marqué de cordes, de cuivre et de percussion. Du coup, il a bien réussi en fait à les assembler. Ah, mais elle est pas facile, magnifique cette musique qui accompagne, hein, vraiment. Hein. Mais d'ailleurs, je parle plus d'une symphonie. C'est possible, ouais. Ah non, je suis d'accord, c'est vraiment. Et c'est là qu'on voit vraiment aussi l'importance de la musique. Elle peut transcender un film. Je trouve que cette différence, ça fait très spectacle aussi. Enfin, je sais pas, à mon avis. Mais quand je compare à d'autres films de musique, là, ça fait très spectacle en fait. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de Sergio Leone. Et ben moi, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de ça dans cette musique qui me faisait penser au western du Bon, la Vôtre et le Truand, j'ai trouvé. Alors après, je suis pas assez bon dans l'aspect musique pour en parler plus, mais ça m'a fait penser à ça, ouais. La musique qu'on trouve chez Leone. Et étant donné que c'est un immense réalisateur, peut-être qu'il a été influencé par. Parce que moi, ça m'a vraiment fait penser à. C'est sorti après, le Bon, la Vôtre, non? Non, c'est sorti avant. Avant, ça. Oui, si je ne me trompe pas, c'est sorti avant. Hein. Tu peux vérifier. Donc c'est pour le Bon, la Vôtre et les Truands, c'est ça? Ouais, je crois que c'est les années 60. Ah, c'est 66, ouais. Ah oui, donc 5 ans avant. Quoi. Et Sergio Leone, c'est une immense référence.
Moi, j'ai senti de ça, ouais. Bah, du coup, tu vois, voilà, je reviens à ça. Est-ce que du coup, ils sont pas inspirés du coup de garder les dialogues du coup en VO pour l'allemand ou pour la comme lui, il faisait avec le bon la petite ronde. Donc du coup, s'ils sont être inspirés aussi, peut-être avec ça aussi. Mais si c'est vrai, enfin maintenant que tu en parles, tu as raison. Comme j'ai vu il y a pas longtemps le bon la beauté truand, tu as raison, les doublages ont été faits. C'est vrai, si. En fait, du coup, c'est pas en fait, c'est en VO. C'est même lui, je crois, enfin, même s'il avait parlé d'interview, où en fait, il bougeait les lèvres uniquement. Ouais, en fait, alors, en fait, l'autre, il est anglais, tu parles anglais, toi, tu fais, mais tu dois parler comme italien. Il avait vraiment cette différence culturelle parfois dans ses films. C'est vrai. J'espère d'ailleurs qu'on fera. Le bon, incroyable. Incroyable film. Ouais. C'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse parce que moi je n'ai jamais regardé un seul western. La seule référence western que j'ai, c'est un clip de Lindsay Sterling, qui est une violoniste qui est très populaire surtout aux États-Unis. C'est la seule référence western que j'ai, les gars, vraiment. Donc il faut absolument la mettre dans le western. Ouais, s'il vous plaît, dans le western. Surtout qu'on a encore jamais fait de western dans la saison 1 pour l'instant. Ouais, ça, Ok, alors moi j'ai relevé aussi sur la... Ah oui, alors puisqu'on est dans la musique, finissons. Alors, revenons sur ce dont je parlais, Yves Montand, Blaze, qui chante justement quand il est amoureux en cirant les bottes. Alors là, vous voyez, là, il a un chant un peu particulier, un chant andalou. Alors là, clairement, la culture de l'Andalousie, de toute façon, c'est un mélange entre les trois cultures. Chrétienne, juive et musulmane. Et là, on sent vraiment l'influence des chants arabes, en fait, sur sa manière de... Parce que l'Andalousie est un creuset culturel, et c'est très beau, hein, la manière qu'il a de chanter, et on sent vraiment l'influence arabe. Autre chose aussi, c'est le flamenco. J'ai trouvé magnifique. Plus vers la fin du film, du coup. Rappelez-vous, c'est justement autour de la fête qu'il faut pour son anniversaire pour l'empoisonner. Il y a du flamenco, il danse avec une femme qui danse très très bien, et c'est là où Louis de Funès, Salluste, utilise cela pour parler à... Voilà, caché derrière la corbeille de fruits, c'est la corbeille de fruits dont je parlais tout à l'heure, qui devait être extrêmement lourde, à moins qu'il s'est mis, je sais pas, du polystyrène autour, il s'est volé 2-3 fruits, mais franchement, elle est énorme la corbeille, ça cache la moitié de Funès. Bon, après, la moitié de Funès, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça lui cache la moitié de son corps, quoi. Et vous vous rappelez après, quand il y a ceux qui veulent assassiner Blaze, ils arrivent, il dit « Frappez-moi, frappez-moi !» Tu sais, pour faire semblant que c'est un valet. Butor, coquin. Attends, c'est pas non, là, c'est un peu fort. Là, un truc comme ça. Non, mais là, c'est un peu fort. Ah non, c'est Ah, c'est un peu fort, tiens. Allez. J'ai trouvé ça très drôle. Voilà. De quoi ? En fait, je croyais qu'il avait dit Faquin, Butor et bâtard de pied plat ridicule. Non, et ça, c'est dans Cyrano de Bergerac, bâtard de pied plat ridicule. Ah, j'avoue aussi que j'aimerais beaucoup qu'on fasse Cyrano avec Depardieu. Ah, oui, bien sûr. Ça, c'est avec grand plaisir. Quelle magnifique adaptation. Oui. Ok, personnellement, j'ai fait un peu le tour de... Mais moi, je vais revenir sur le choix de Montand. T'as dit tout à l'heure que de base, c'était plutôt Bourvil, mais c'est pas vrai. Mais ça marche aussi. Que c'était plutôt Bourvil qui aurait été choisi pour le rôle s'il n'était pas risqué de son cancer. Et je trouve quand même que le choix de Montand, quand on y réfléchit, il est hyper cohérent et pertinent, quoi, parce que rien que le fait que ce soit un chanteur, qui du coup il ait ce timbre de voix et qu'il apporte ça à son personnage, je trouve que c'est hyper riche. Je suis pas sûre que Bourvil aurait eu cette réussi à incarner le personnage dans cette film. Après, ça fait d'accord avec les personnages aussi qui sont opposés aussi, non? Pardon ? C'est des personnes aussi totalement opposées. Oui, clairement. Clairement. Et je suis tout à fait d'accord, et surtout que ça colle beaucoup mieux, encore une fois. Parce que n'oublions pas, c'est souvent tourné, pas que, mais en Espagne. Apparemment aussi, j'ai vu qu'ils ont tourné dans l'Alhambra, dans le fameux grand palais de l'Alhambra, apparemment, pour certaines scènes. J'ai visité Grenouille. Ouais, moi aussi. C'est très beau. C'est la Grenade, l'Alhambra. Et parce que Cordoue, c'est autre chose, c'est la grande mosquée qui est magnifique. Ah, ouais, j'ai fait les trois villes. Grenade, l'Alhambra, et Yves Montand, qui a une sensibilité aussi liée à cette culture du Sud, beaucoup mieux que Bourvil, qui est un Normand. Voilà. Je trouve que ça, je suis tout à fait d'accord. Il danse aussi, Yves Montand, il fonctionne bien. Et d'ailleurs, justement, il y a aussi un truc, une discussion qui est par rapport au poids entre Louis de Funès, qui souvent écrasait les autres acteurs, mais Yves Montand a bien trouvé sa place malgré ça, parce que c'est pas évident avec Louis de Funès. Ouais. Et chacun a sa propre importance dans le... Ils se complètent. Ouais, vraiment. Oui, vraiment. C'est... Clairement. Alors aussi, avant que vous arriviez, on a discuté avec Matou, est-ce que vous vous souvenez de la scène où Louis de Funès prépare
du coup son ancien valet en le bichonnant, en le rasant, etc. Moi, c'est une théorie que j'ai, donc j'en parle. Quand il le rase, justement, moi je pense que là, c'est un hommage, conscient ou pas, de Gérard Houry à Chaplin, justement. Alors, est-ce que vous connaissez la fameuse scène de Chaplin dans le film Le Dictateur, que j'adore, où justement il rase un client au son d'une symphonie de Brahms, en fait, c'est très beau. Et moi, je pense que c'est un hommage à ça. Il faut voir la scène, parce que moi, franchement, je voyais pas la scène, clairement, je me suis dit, bon, si tu veux. Et au final, il m'a montré la scène, et franchement, oui, clairement. En fait, il fait tous les gestes du rasage, donc c'est-à-dire de préparer le client avec la blouse jusqu'à enlever la blouse, du début à la fin, sur la musique. Et c'est vraiment exactement les mêmes gestes, genre c'est frotter sur l'espèce de bande de cuir, c'est raser directement aussi, c'est essuyer, laver, et ainsi de suite. C'est un moment, enfin, Chaplin c'est un génie, mais en fait il s'adapte à la symphonie de Brahms. Il faut voir, je conseille à tous les auditeurs d'aller sur YouTube et de regarder, vous mettez Chaplin, Dictateur, Barbier. Et nous on l'a trouvé comme ça. C'est le premier lien. C'était mon premier, je pense que tu mets juste Barbier, voilà. C'est bon. Ça dure 2 minutes. 2 minutes 09, un truc comme ça. C'est magnifique. Franchement, il y a une autre scène aussi que ça m'a fait penser à un moment où c'est justement les moutons de Blas qui prépare son maître. En fait, il lui passe le torchon dans l'oreille et ça passe des deux côtés. Et je me rappelle quand j'étais petite, cette scène elle me fascinait parce que je ne comprenais pas comment est-ce que c'est possible. C'est cinéma. Non mais c'est la Ma mère m'a fait croire pendant des années qu'en fait dans le cerveau il y avait un trou entre les deux oreilles et si tu mettais de l'eau dans l'oreille gauche, tu aurais de l'eau dans l'oreille droite. Et cette connasse, elle me l'a fait faire quand on était à la piscine. Donc forcément, quand tu mets la tête sous l'eau, et ben du coup tu penches la tête à droite, t'as de l'eau qui coule à droite et t'as de l'eau qui rentre à gauche. Donc forcément, voilà, et donc je croyais ça, j'ai cru ça pendant des années, jusqu'à ce que je me mette au cinéma et là je fasse en fait non, c'est un effet spécial. Non, en post-prod, parfois tu peux. Voilà. Tu coupes là où ça sort, tu le repasses là et tu inverses en fait. Oui, c'est ça. C'est vrai que les effets spéciaux d'aujourd'hui, c'est ridicule, mais bon, oui, moi ça marchait quand j'étais petit aussi. C'est drôle, mais c'est pareil, quoi. Il faut accepter l'aspect too much. Oui, franchement, on sort du film, on est content de l'avoir vu, on a bien rigolé, c'est comme un spectacle d'humour en fait. Par concrètement, moi, je suis sorti de. Le dernier document que j'ai vu, c'est l'anesthésie générale de Jérémy Ferrari. Je suis sorti en rigolant. Donc en fait, moi, vraiment, j'ai eu cette même sensation d'avoir vu un bon spectacle d'humour. La scène un peu longue, je trouve, c'est celle justement où ils se battent, il y a des trucs aigus. Oui, clairement. Ouais, la fin est longue. C'est ça. Oui, clairement. La fin est longue, la procession est longue aussi. Après, la procession est peut-être quelque chose qui est très long. Mais moi j'aime bien, au contraire, cette scène. Ouais, moi je trouve que c'est trop. Ça peut casser le rythme, je pense, du film. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui me fait rappeler un moment que ça me fait rire, c'est quand il découvre effectivement le complot et il veut du coup t'as vu, il déchire, il marche sur leur combinaison, là, je sais pas comment ça s'appelle, puis il met le feu à l'un, qui transmet le feu à l'autre, c'est très drôle. Comme ça, il voit l'identité des. Moi j'aime bien, au contraire. Los Montes. Ouais. Il est comme désolé, j'ai pas d'autre. Mais ouais, il est extrêmement drôle dans cette séquence-là. Mais il y a une séquence où il est encore plus drôle et je pense que c'est ma micro-séquence préférée, c'est mon petit bonbon à chaque fois. C'est à la fin quand la bombe elle a explosé. Que du coup, il se retrouve en fait au-dessus d'une espèce d'armoire, peut-être, je sais pas ce que c'est. Il fait c'est pas moi, je priais. Et qu'en fait, personne ne peut le faire descendre parce qu'il est juste terrorisé, limite, il lui manquerait un ours en peluche. Et puis là, c'est impossible, pareil, c'est pas crédible. Concrètement, voilà. Les mecs avec leur lance, ils arrivent même pas au bout. C'est ça. Donc en fait, ils peuvent même pas. Par contre, le passage est intéressant après où. Tu vois, Yves Montand, du coup, prend le billard. C'est lui. C'est ça. Il montre. Et surtout la reine qui reconnaît le petit bouquet de fleurs dans la. Ouais. Finalement, il a eu raison dans sa Ulcin, ça a marché. D'ailleurs, on n'a pas parlé de cet amour tragique parce que finalement, elle l'aime, la reine. Mais elle peut pas l'épouser, c'est impossible. C'est impossible. Surtout, elle part avec le mauvais mec. En plus, elle part avec le vrai César. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Embrasse-le, imbécile. Oui, mais c'est quand même beau aussi parce qu'ils vivent quelque chose, notamment dans les jardins, mais bon, c'est un amour impossible. Donc c'est juste Blaise, il a l'air vraiment dégueu de l'avoir parti quand même. Il l'a mis dedans, mais
c'est vraiment parce qu'il faut la sauver, quoi. Et lui aussi, du coup. Oui, lui aussi en soi, mais... Et puis après, finalement, bon, on parle de la fin. Ils se retrouvent tous au Barbaresque. et du coup, donc, Paris se retrouve esclave. Et finalement, alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils se mettent à faire semblant qu'ils sont proches, qu'ils sont amis. Ils se prennent tous dans les bras alors qu'ils se détestent parfaitement. Je trouvais ça très drôle. Ah oui. Et puis enfin, on voit arriver Blaze, ancien ministre, et ils se comprennent pas pour qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Ouais. Comment est-ce qu'il se retrouve lui aussi esclave? Il fait, le roi m'a demandé de choisir entre épouser Dona Juana ou la Barbaresque. Allez, les Barbaresques. Et finalement, c'est moi. Ton futur époux. Ah non, c'est dans un film, ça. Non, pas ton futur époux. Ah non, c'est dans l'Astérix et Obélix, je sais pas. Allez, bon. C'est Brutus qui arrive et qui fait à Irina allez, c'est moi, ton futur époux. Du coup, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Puis du coup, elle se met à courir auprès de lui, et lui, il arrive à se détacher, il s'en va dans le désert. Ouais. C'est très drôle. Et après, générique de fin. Et encore une fois, là, une brillante musique. Oui. Et tout le monde rit, voilà, je trouve ça sympa. Même le chameau rigole. Enfin, le chameau ou dromadaire, je sais pas ce que c'est, mais même lui, il rigole. Faut compter le nombre de boss. The Boss, ouais. Ouais, mais je sais pas combien il a de boss. S'il y en a un, c'est un dromadaire. Ouais. D'accord. Mais je m'en rappelle plus. Ah, mais je me rappelle. Mais en tout cas, c'est soit un chameau ou un dromadaire. Oui, c'est Voilà. difficile de parler ou pas. Très bien, on peut donner le mot de la fin à notre guest spécial. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Lucie? Non, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous, de reparler de ce film que j'ai pas eu le temps de re-regarder avant de venir ici, donc vraiment je me suis dit oh là là, comment je vais faire, et en fait en parlant il y a plein de scènes qui me sont venues, plein de petits souvenirs, et non, c'est passé un très bon moment. Eh ben, merci. Merci à toi, c'est cool. On est ravis de t'avoir eu avec nous ici. Bon, Momo, tu l'as pas apprécié, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon, je peux juste tout dire, une note. Ok. Bah écoutez, de toute façon, on se retrouvera certainement bientôt pour un futur épisode avec un nouveau classique, d'un autre genre. Bah écoutez, c'est ok, c'était un grand plaisir. Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Retour dans le cinéma. Oh Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, ça. Oh Vas-y, pastis. Oh, j'en ai pas 6. Oh, le pote, Et le cover en même temps. Là, ça fait secte, on se suicide à la première saison. Oh, venez, on fait ça. Pas de gros mots dans ce. Va te foutre. Va te faire. Ah, est-ce que vous l'avez là? Va te faire le faute. Antoine Banderas. Oh, il est fort. Eh oui. Quoi le mot de la fin du making of? Avec la fin. Allez tous vous faire, non, je rigole. Allez, coupe.